Bonjour Digli, merci beaucoup d'être avec nous au salon Fnac Livre et sur la claque fnac.com où je vous invite, vous, à vous rendre pour consulter tout le reste de la programmation. Vous venez de sortir une anthologie intime, intellectuelle, abordable de poésie féminine qui s'appelle Je serai le feu aux éditions La Ville brûle. Ça brûle, Ça brûle, c'est oui. chaud, c'est beau et vous y partagez tous vos enthousiasmes et votre amour pour les poétesses. Je voudrais qu'on commence par une question toute bête. Est-ce que pour vous, la poésie a un sexe? Non, 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 et justement, le fait de rassembler ces femmes entre femmes n'est absolument pas un but en soi. J'aurais aimé que ces femmes fassent partie des anthologies que j'ai pu consulter quand j'étais étudiante ou quand je vais en boutique. Et malheureusement, le livre est né d'un constat que ces femmes, même quand elles ont été connues de leur temps, ont disparu de la culture générale. Et en 2017, je me suis lancée dans cette mission de, pour moi d'abord, découvrir des poétesses, parce que je n'en avais jamais lu. Et quand j'en ai eu une trentaine, puis une quarantaine, puis une cinquantaine, j'ai vraiment eu envie d'en faire un livre papier. J'ai l'impression, c'est peut-être une impression, mais qu'elles ont plus disparu du canon européen, francophone, que du canon anglo-saxon, parce que les Américains lisent beaucoup Emily Dickinson et les Anglais aussi, Sylvia Plath. Il y a C'est quand vrai. même à l'école, les petits élèves anglais et américains lisent plus de poétesses que les petits Vous français. avez raison. En fait, j'ai remarqué, notamment Christina Rossetti, par exemple, qui est tout à fait trouvable en Angleterre, hein. Je l'ai trouvée dans une librairie grand public en plein Londres. Euh, Et j'ai remarqué également qu'aux États-Unis, ou même au Canada, il y a un rapport à la poésie qui est beaucoup plus décomplexé. Les jeunes autrices, les jeunes auteurs peuvent commencer par un recueil de poèmes, par exemple. C'est tout à fait convenu, ça se fait bien. En France, j'ai eu beaucoup de messages dans ce sens de gens qui me disaient mais je n'avais pas lu de poésie depuis l'école. On a un rapport soit très universitaire, soit peut-être très élitiste. Beaucoup de gens m'ont dit j'ai peur de ne pas comprendre. Euh, et c'est vrai qu'on a peut-être un rapport un petit peu plus frileux avec la poésie que par ailleurs aux États-Unis ou en Angleterre. Vous, vous dites, dans la préface de ce livre, vous dites que vous avez été baigné de poésie depuis votre tout jeune âge. Euh, Comment vous conseilleriez à quelqu'un pour qui ça n'a pas été le cas de s'y prendre, pour s'éduquer un petit peu sur le tard à la poésie? Faire confiance à son instinct. Moi, c'est ce que j'aime dans la poésie et c'est ce que revendiquent d'ailleurs beaucoup de poétesses. Et je pense à Laura Kasiski qui est dans le recueil, qui parle d'une forme de c'est pas de magie, mais presque une forme un peu instinctive du poème, où le poème se raconte lui-même. Ce que je conseille aux gens, et c'était d'ailleurs ce pourquoi j'ai fait ce défi au départ sur mon compte Instagram, de donner à lire des poèmes, c'était juste de montrer que parfois un vers isolé, ça peut suffire. On n'est pas obligé de comprendre l'essence même du poème. Je conseillerais de se laisser complètement bercer. Si simplement un mot nous plaît, par exemple, dans le poème, ça peut suffire. Et je trouve ça plutôt agréable aussi d'apprendre à être dans une forme de passivité, de contemplation, et pas d'intellectualisation forcément. D'accord. La plupart des poétesses qui sont dans ce recueil sont des artistes brillantes et aussi des militantes souvent. Et d'ailleurs, en fait, pour chaque poétesse, vous avez écrit une petite introduction sur leur vie, leur œuvre, d'où vient leur art. Et elles sont donc souvent militantes. Je me demande si pour vous, la poésie, c'est toujours politique. Je crois pas. Pour le coup, je crois pas. Dans le livre, j'ai réuni les poétesses par famille. J'ai essayé de créer des familles. On a les mélancoliques, on a les magiciennes, on a les alchimistes du verbe, et on a notamment les insoumises, qui sont celles qui ont fait de la poésie une arme. Et là aussi, aux États-Unis, c'est quelque chose qui se faisait beaucoup, et beaucoup aussi dans l'afroféminisme. Je pense à Niki Giovanni, en fait, qui a fait beaucoup de lectures, beaucoup de déclamations et qui a vraiment associé la poésie à ce qu'on nous on appellerait le slam en France. Euh, mais je pense que ça peut être aussi un lieu de totale introspection et ça peut être un lieu de mysticisme aussi, ça peut être un lieu de découverte de soi qui du coup serait complètement décorrélé du féminisme ou de l'investissement quel qu'il soit politique. Mais le mysticisme et la découverte de soi, quand on est femme dans une société patriarcale, c'est politique en fait. C'est peut-être là Quelque part, alors que l'intime oui. est politique, on est bien d'accord. Et de toute façon, en soi, ces femmes, on peut se dire qu'elles ont toutes été des insoumises dans le sens où elles ont réussi à publier, alors qu'on sait la difficulté que c'était pour publier pour celles qui sont de la toute fin du XVIIIe siècle, comme Marceline Desbordes-Valmore, ou même du XIXe siècle, même du tout début XXe, on connaît le sexisme ambiant. Donc, de toute façon, quelque part, c'est un peu des guerrières, mais
Mais je ne pense pas que la poésie soit nécessairement une arme. D'accord. C'est une parfaite transition parce que je voudrais que vous nous lisiez un extrait que vous avez choisi d'un poème d'Audre Lorde. Ah, j'y pensais, ouais. C'est une poétesse africaine-américaine, magnifique, très militante pour le coup. Oui, Et lesbienne. Lesbienne. Et vous avez choisi de nous lire un extrait de son poème Charbon. Et je précise qu'il est traduit pour la toute première fois en français par Clémentine Beauvais. C'est une autrice dont on n'a jamais traduit les poèmes en français, donc c'est assez émouvant pour moi de pouvoir l'offrir à lire. Et en plus avec Clémentine Beauvais qui est une autrice que j'adore. Ah oui, je savais pas, mais pareil, Audre Lorde, c'est un monument outre-Atlantique. C'est oui. fou aux États-Unis. Et en France, on n'a jamais traduit sa poésie. On a traduit Sister Outsider, qui sont ses essais, mais la poésie n'est pas venue. Maya Angelou non plus. En fait, ces femmes qui sont extrêmement connues aux États-Unis, en France, on a estimé que le public français n'était pas prêt pour la poésie. En exclusivité alors, en exclusivité francophone. On a dû le couper, donc je vais lire la fin de ce poème que j'aime beaucoup, mais il sera en entier dans le livre. Certains mots vivent dans ma gorge, font éclore des vipères. D'autres connaissent le soleil, divaguent sur ma langue comme des bohémiennes, jaillissent, éclatantes de mes lèvres, comme des oisillons fracassant leurs coquilles. Certains mots me malédictionnent. L'amour, un mot, et un autre genre d'ouvert, comme un diamant vient dans un nœud de feu. Je suis noire parce que je viens du dedans de la terre. Prends mon mot pour j'aime dans ta lumière ouverte. Merci, c'est magnifique, c'est vraiment très beau. C'est une femme incroyable et il y a beaucoup de choses sur elle effectivement aux États-Unis, mais en France on la connaît encore assez peu. Ouais. Ce recueil donc, est un recueil de textes de vous, de ces poétesses, et illustré de vos dessins que les gens qui vous connaissent bien. Vous êtes illustratrice et dessinatrice. Quel lien pour vous intimement faites-vous entre la poésie et le dessin ? Bah justement, je trouve que c'est un lien assez intime. Je trouve que le dessin répond assez bien à la poésie dans ce qu'il a d'un petit peu automatique, un petit peu magique. Quand on dessine, on n'est pas totalement maître de ce qui sort. Et pour ces dessins-là, surtout, moi, je me suis mise... c'est une forme de dessin que je propose qui est assez différente de ce que je produis depuis 10 ans. Là, je me mettais dans une sorte de petite transe, de petite auto-hypnose où j'écoutais les poèmes de ces femmes, j'écoutais des émissions radio sur elles. Je faisais ça beaucoup le soir et beaucoup de ces dessins sont faits sans crayonner, donc en dessin spontané. Il fallait donc que moi j'accepte aussi les erreurs de ces dessins, les accidents. Donc c'était un rapport assez différent, plus instinctif. Et puis c'est une tradition qui était extrêmement connue au début du siècle. Beaucoup d'ouvrages de poésie étaient, enfin les artistes s'associaient. On connaît Man Ray et Éluard qui se sont associés, mais il y avait beaucoup d'associations aussi de femmes. Et je pense à Lise de Harme, par exemple, qui s'est associée avec Claude Carin, avec Toyens. Et il y avait ce rapport entre l'image qui raconte une chose, qui peut être tout aussi d'ailleurs trouble et mystérieuse, et le texte. Et les deux univers mystérieux se font écho. En tout cas, pour moi, c'était très agréable. Je voudrais juste dire que vous dites que vous faites ça, il y a des erreurs et tout ça. Les dessins sont magnifiques. Hein. Juste pour que vous puissiez voir, moi, si je fais un truc à main levée au milieu de la nuit, il y a beaucoup de styles différents. Ça ressemblera pas à ça. Les premiers dessins datent de 2017. Donc, entre 2017 et 2021, y a vraiment, on sent aussi beaucoup de changements dans les dessins. Il y en a certains qui ont beaucoup de doré, d'autres pas du tout, beaucoup d'encre, d'autres qui sont au fil. Donc c'est assez varié. C'est très beau. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, ce livre, au-delà d'être un livre avec un contenu à lire, est un objet, un très bel objet, avec une couverture en tissu. Moi, personnellement, j'adore les trucs en relief, avec de la texture, de la matière. Et vous parlez d'ailleurs dans le livre de Emily Dickinson et de ses fleurs séchées, et du rapport de certaines poétesses à l'objet livre. Et je voudrais que vous parliez un tout petit peu de ça, du livre comme objet, et de ce livre comme objet particulièrement. Il faut savoir que moi, je suis collectionneuse de livres anciens par ailleurs, et que pour bâtir cette anthologie, évidemment, j'ai dû acheter des centaines et des centaines d'ouvrages. Donc moi, j'ai une grande obsession, ce sont les livres rares, mais pas pour leur rareté, pour le papier, pour l'histoire qu'ils comportent. Et je me suis retrouvée dans des librairies, à feuilleter. Donc, il y a un rapport de sensualité avec le papier, comme vous disiez, les matières. Moi, je savais que je voulais un livre toilé. C'était aussi m'inscrire dans une famille, la famille des livres d'art. Il y a beaucoup de livres de musées qui sont faits en toilé. Donc, avec Marianne, mon éditrice, on a vraiment pu discuter ensemble de ce à quoi allait ressembler le livre.
Le fait que ce soit un papier rose toilé, c'était aussi s'inscrire dans une famille de livres où beaucoup étaient rose pâle dans la poésie au début du siècle. Donc c'était important pour moi d'avoir le papier intérieur. On l'a choisi aussi d'une certaine couleur et d'une certaine matière. Donc bien sûr que ma petite lubie de l'objet livre s'en ressent. Oui, tout est très réfléchi, c'est vraiment un très bel ouvrage. Vous avez été aussi, vous le dites là et vous le racontez dans le livre, été dénicher des poèmes quasiment disparus, traduit des poèmes qui ne l'avaient pas été. Et je pense notamment au travail d'Angèle Vanier. Et je voudrais que vous peut-être nous disiez 2 mots sur elle et ensuite vous allez lire un extrait de son poème Cantate pour la Saint-Jean d'été. Angèle Vanier, ça a été une des plus belles découvertes. Je l'ai découverte dans une anthologie qui est une anthologie de Jeanne Moulin qui s'appelle 8 siècles de poésie féminine. Donc c'était vraiment la même entreprise que celle que je mène ici, à savoir rassembler les femmes pour rappeler qu'elles existent. Et donc j'ai lu ses poèmes sans rien savoir d'elle. Et c'est une femme qui est devenue aveugle à 22 ans et qui a toujours refusé que ça la définisse et d'être définie comme handicapée. Et sa poésie est vraiment extraordinaire. Et j'ai sélectionné un poème qui surfe pas mal avec ce qui se passe aujourd'hui parce qu'il y a une vraie recrudescence de la figure de la sorcière. Et je trouve que c'est un poème qui célèbre la puissance Mona des Chollet. femmes. Merci Mona Chollet. Donc il s'appelle Cantate pour la Saint-Jean d'été. Là aussi, j'ai dû couper la fin malheureusement. Entre l'eau, la femme et la lune vont des secrets perpétuels, tissant la trame des fortunes qui joignent la terre et le ciel. Entre l'eau, la femme et la lune vont des vaisseaux chargés d'enfants que ni l'époux, que ni l'amant n'ont engendrés même en rêvant. Lorsque l'eau, la femme et la lune, avec leur liturgie nocturne, coupent la tête du rocher, le jour de l'homme est menacé. Moi, fontaine de clair de lune, je connais les rythmes de celle qui me délivre et m'ensorcelle en respirant pour son plaisir. Je vous invite à le lire en entier parce qu'il est vraiment magique. C'est quelque chose quand même. Oui. Et de penser que ça, c'est pas disponible, pas trouvable, que vous avez dû... Ça donne à penser quand même. Je redonne ces dates. Elle est née en 1917, elle est morte en 1980. J'ai plus toutes les dates en tête. Et ça, c'était introuvable. J'ai réussi à trouver certains de ses ouvrages en entier, dont Le sang des nuits, qui est un de ses recueils que je conseille vraiment. Si vous le trouvez quelque part, achetez-le. Voilà, j'ai trouvé ça sur eBay quand je pouvais, mais elle n'est plus du tout publiée. Mais comme beaucoup d'entre elles, comme Claude appel de Burine, aux éditeurs. Comme Claude de Burine qui a donné son titre au livre. Je serai le feu vient d'un vers de Claude de Burine qui était Si l'on m'aborde, je serai le feu. Très belle réponse au harceleur de rue. Et elle non plus, Claude de Burine, elle n'a même pas de page Wikipédia. C'est la grande oubliée. Bon. Aujourd'hui, elles auraient sûrement des Instagram, comme vous. La poésie, on dit beaucoup que ces dernières années, la poésie revient dans la conversation littéraire et a le vent en poupe grâce notamment à Instagram. On a parlé de votre attachement à l'objet livre, de votre côté bibliophile. Comment vous vivez justement la poésie sur Instagram ? Alors oui, effectivement, il y a par exemple Rupicor, qui est cette poétesse qui a vraiment déboulonné la poésie et qui l'a rendue accessible à nouveau et qui est venue jusqu'à nous puisqu'on a publié Rupicor en français. Moi, j'ai un rapport un peu ambivalent avec Instagram puisque j'ai publié un récit cette année qui s'appelle Ressac, dans lequel je raconte le moment où je suis partie m'exclure du monde dans une abbaye bretonne et fuir mon rapport aux réseaux sociaux, que j'identifiais comme étant une addiction. Enfin vraiment, j'ai eu le même rapport qu'une addicte à n'importe quoi d'autre. Et aujourd'hui, je suis heureuse que ça puisse permettre la visibilité. Ce projet-là, il a commencé sur Instagram. Il a commencé par un Inktober que j'ai fait tous les jours. Au mois d'octobre, je postais un dessin. Ça fait partie des outils magiques. Mais ce que je déplore un peu, c'est que on se retrouve happé et que les algorithmes sont vraiment créés pour nous rendre addicts et on passe des heures et des heures à scroller et c'est des heures qu'on ne passe pas forcément à lire. Et c'est pour ça que j'avais envie, c'est très bien de démarrer par Instagram, c'est la porte ouverte, mais pour moi le but ultime c'était l'objet livre, c'était l'objet qui reste, c'était l'objet qu'on touche, c'est l'objet qu'on allait pouvoir mettre dans les écoles, trouver en bibliothèque et pourquoi pas même dans 100 ans le trouver sur une brocante et que ça reparte. Et j'avais besoin de choses qui restent. Il y a quelque chose d'un petit peu désolant à mon sens, c'est qu'on se dit que la poésie de femmes est faite pour les femmes. Et je pense que sur Instagram, c'est d'ailleurs pas mal le cas, c'est-à-dire que c'est des lectrices, des Instagrammeuses, il y a des sortes de communautés sororales qui s'organisent pour promouvoir la poésie des femmes.
Est-ce que vous avez un argument pour convaincre les hommes qui nous écoutent de lire la poésie des femmes ? De toute façon, je pense qu'on ne peut pas juger ce qu'on n'a pas lu. Et le constat que j'ai fait, c'est que ces femmes ne sont pas lues. Donc déjà, peut-être, effectivement, être curieux, ouvrir un livre, feuilleter, regarder. Ce que j'ai aimé, moi, dans ces différentes poésies, même si elles sont toutes choisies par un prisme qui est extrêmement personnel, c'est vraiment ce que moi j'aime, donc j'ai pas du tout, ça n'est pas du tout exhaustif. Mais j'ai remarqué qu'elles étaient toutes très différentes. Donc il y en a certaines qui vont être vraiment dans quelque chose de viscéral, de même parfois sexuel, d'agressif, d'autres qui vont être dans quelque chose de très lyrique, certaines qui sont très classiques et d'autres pas du tout. Donc il y a une vraie richesse et une vraie variété. Mais je constate aussi que il se passait exactement la même chose en 1920 par exemple, où celles qui tenaient salon, je pense à Nathalie Barnet ou à Anna Denoy, étaient déjà en train de se réunir. Elles ont déjà monté le prix Femina aussi, parce que justement, elles se rendaient compte que les jurys n'étaient faits que d'hommes et que donc les prix étaient décernés aux hommes. Et donc déjà, salut l'interallié. Non mais c'est fou, parce que je sais plus, j'ai dû le noter. Voilà, 1904 le prix Femina. J'ai pas de mémoire des dates, donc je me suis fait une anti-sèche. Mais 1904, déjà, on s'était dit, il n'y a pas de femmes dans les jurys. Donc je ne fais que, en fait, perpétuer ce qui a déjà été fait. Et je le dis dans le livre aussi, mais Rosemonde Gérard, qui est l'une de mes poétesses, qui était l'épouse d'Edmond de Rostand, avait elle aussi fait un recueil qui s'appelait Les Muses françaises, et qui était un recueil de poétesses pour lesquelles elle écrivait un poème. Moi, je fais un dessin, et elle leur offrait un poème. Donc on est exactement dans la même démarche. Il y a cet aspect un petit peu paradoxal, c'est qu'il y a pas mal des femmes, des poétesses du recueil sont des filles d'eux, des femmes d'eux, des compagnes d'eux, des maîtresses d'eux. Et donc elles ont été, on imagine, portées par leur famille, leur mari, et en même temps étouffées. Oui. Oui, par exemple, Gérard Douville, qui était la fille de José de Heredia, le fondateur du Parnasse, donc vraiment au début du siècle, à la Belle Époque, un des plus importants hommes de poésie. Mais pour autant, ça ne lui a pas permis de rester dans l'histoire. Et elle a été aussi, ces femmes ont reçu des prix académiques, des prix Goncourt, des prix de l'Académie française. Mais pour autant, elles ne sont pas restées dans l'histoire. Bon, maintenant, elles y sont. Elles y restent. Espérons-le. Dans ce livre, en tout cas, qui reste. Je voudrais qu'on conclue par une ultime lecture. C'est un texte d'une poétesse qui s'appelle Louise Ackermann, qui est une poétesse du 19e siècle, dont vous dites qu'elle est pour vous un pilier et un modèle littéraire. Le poème s'appelle « J'ignore », point d'exclamation. Et elle est morte en 1890. Et elle écrit donc « J'ignore, un mot, le seul par lequel je réponde aux questions sans fin de mon esprit déçu. Aussi, quand je me plains en partant de ce monde, c'est moins d'avoir souffert que de n'avoir rien su. » Et voilà, magnifique conclusion. Merci beaucoup, Digli. Merci à vous. Votre anthologie de poésie féminine s'appelle « Je serai le feu ». C'est disponible à La Ville Brûle, c'est magnifique. Cet entretien est à retrouver sur laclaque.com. Il a été réalisé dans le cadre du salon Fnac Livre. Merci beaucoup, Digli. À bientôt.